Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Sherlock Holmes, son dernier coup d'archer, écrit par Sir Arthur Conan Doyle. C'est notre troisième live sur ce recueil de nouvelles. Et au programme du soir, nous lirons la nouvelle L'aventure du Cercle Rouge. Si vous me regardez en rediffusion sur YouTube, comme d'habitude, vous trouverez dans la barre de lecture de la vidéo ainsi que dans la description de la vidéo des timecodes qui vont vous permettre de passer l'introduction, de passer la pause que j'effectuerai pendant ma lecture et d'aller directement à ce qui vous intéresse, sachant que ce soir, la nouvelle se décompose en deux parties. Cette fois-ci, c'est très précisément décrit par l'auteur. C'est écrit noir sur blanc, première partie et deuxième partie, il me semble du coup. Donc voilà, on est sur quelque chose de clair. De clair, de certain, de sûr. N'hésitez pas, bien entendu, comme d'habitude, à aller jeter un œil à la playlist. Et si on lisait Sherlock Holmes, virgule, son dernier coup d'archet, qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Comme ça, vous retrouverez les nouvelles précédentes et puis les nouvelles à venir. De la même manière, vous pouvez trouver la playlist Et si on lisait Sherlock Holmes, virgule, le chien des Baskerville, ou Et si on lisait Sherlock Holmes, virgule, le signe des quatre, pour avoir également des lectures de romans autour de Sherlock Holmes, toujours bien entendu écrit par Arthur Conan Doyle, tout simplement l'auteur de Sherlock Holmes, qui a à lui tout seul, parce que j'imagine que d'autres personnes, tiens, ça c'est une question que je me suis pas posée, mais j'imagine que d'autres personnes ont repris le flambeau en quelque sorte et que certains autres auteurs se sont amusés soit à emprunter le personnage, soit à poursuivre un petit peu sa lignée. Mais en tout cas, le vrai, le seul, l'unique, c'est Sir Arthur Conan Doyle, avec, je crois, 4 romans et 56 nouvelles sur Sherlock Holmes. Donc voilà, auteur prolifique et univers assez conséquent. Nous sommes vendredi 21h, comme très souvent lors des lives de lecture qui ont lieu, je le répète, le mardi et le vendredi à 21h en général. Je pense qu'on a pris un bon rythme de croisière d'une nouvelle par soir sur ce recueil. Je pense qu'on va aller comme ça jusqu'au bout. Ça me semble pas déconnant de ce que j'ai vu dans le sommaire. Je pense que ça ira bien. Je voulais faire une petite parenthèse dans cette introduction pour vous dire qu'hier, j'ai lancé une nouvelle émission. C'était l'émission pilote de ce nouveau format qui s'appelle Les mots portent. Et hier, c'était Les mots portent l'amour. J'espère que ça vous aura plu. Si vous n'avez pas encore vu ce format, je vous invite vraiment à aller le voir. Ça me ferait plaisir parce que c'est un format qui auquel je réfléchis depuis quelques temps et qui est somme toute relativement simple, mais sur lequel j'ai pris beaucoup de plaisir. C'est pour ça aussi, voilà, hier c'était vraiment le crash test et je savais pas moi-même en fait, je savais pas moi-même si ça allait fonctionner tel que je l'imaginais, si j'allais réussir à faire quelque chose d'à peu près structuré et qui ressemble à ce que j'avais imaginé. Et je savais pas si j'allais prendre du plaisir à faire ça et si vous alliez apprécier. Et j'ai l'impression que les gens qui y étaient présents dans le chat ont plutôt bien aimé. Heu, En tout cas, je sais que avec certitude, j'ai beaucoup apprécié. Donc franchement, n'hésitez pas à aller zioter, la rediffusion, elle sera disponible sur YouTube dès demain. Donc n'hésitez pas à aller checker ça, ça me fera plaisir et n'hésitez pas à me faire des retours là-dessus, à me faire des retours, s'il vous plaît constructifs, sur, la structure, sur, est-ce que ça a un intérêt pour vous et si oui, à quel endroit ça a de l'intérêt, à quel endroit ça n'en a pas? Donc ouais, non, franchement, n'hésitez pas à me faire des retours là-dessus, même sur une, éventuelle fréquence de l'émission et cetera, pour vous donner peut-être un petit peu envie d'aller jeter un œil. Je pense que ça pourrait plaire à certains d'entre vous, notamment si vous me regardez pour mes lectures, puisque, il va s'agir de s'intéresser aux mots, aux concepts.
Par exemple, hier, on s'est intéressé au mot amour, au concept d'amour et donc l'émission se développe autour de 4 pans. D'ailleurs, je vais peut-être modifier ça, je vais peut-être ajouter des parties, je vais peut-être affiner encore une fois, hein, c'est pas un format figé. Je suis dans le test et j'essaie d'ajuster et de la même manière, avec vos retours, je pourrais ajuster encore mieux. Mais grosso modo, voilà comment ça s'organise dans ma tête, c'est que on a une partie avec des citations. Donc là, on va s'amuser à trouver, des tas de citations par rapport au concept du jour. Ensuite, on a une partie sur l'étymologie du mot et les définitions qu'on donne de ce mot. Donc là, on se balade dans des dictionnaires, tout ça, bref. On cherche les origines du mot, le sens du mot. Ensuite, et là, c'est la partie certainement qui prend le plus de temps, on fait quelques recherches. Alors, on n'est pas du tout dans un truc élitiste et dans un truc, hem, comment dire? Poussé au point que ça ne soit, des études très approfondies sur la chose, mais on fait quelques recherches, on se met une page Wikipédia, en tout cas c'est ce que j'ai fait hier. Je m'interdis pas de faire autre chose et d'aller puiser dans d'autres sources, évidemment, mais encore une fois, le format peut être amené, à évoluer et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que hier, je vous ai fait la lecture de la page Wikipédia sur l'amour, pas dans son intégralité parce que c'était un peu long et bien évidemment, tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, que ce soit les citations, les définitions, l'étymologie, ou la page Wikipédia, on va dire, bien évidemment, je ne me contente pas, de seulement, vous donner tout ça pêle-mêle. Ensuite, on en discute ensemble et c'est ça qui était aussi très agréable, je trouve. On en discute ensemble, on se donne un peu des avis, on fait, place à nos réflexions. Par exemple, ça a été vraiment très cool de voir dans le chat, des tonnes et des tonnes de participation sur ce qu'était, enfin sur les citations, autour de l'amour. Et puis ensuite d'avoir des discussions presque un peu, discussion philosophique, ou ou philosophie, de comptoir, on peut voir ça comme ça aussi, mais non, franchement, j'ai vraiment beaucoup apprécié, la soirée d'hier. Je suis très enclin à reproduire l'émission et là, j'avais un petit dilemme de la même manière. Si vous avez l'occasion de le voir, n'hésitez pas à me faire un retour là-dessus et n'hésitez pas à me dire, ce que vous apprécieriez le mieux. Moi, ce que j'avais prévu, c'était de faire l'alphabet. Donc hier, on a fait A pour amour. Le prochain, ce sera B pour quelqu'un a proposé dans le chat bonheur. Peut-être, pourquoi pas. Donc n'hésitez pas à aller donner des avis là-dessus, en commentaire, par exemple. Si vous voulez donner, un mot ou un concept sur lequel on va s'attacher lors de la prochaine émission. Et mon questionnement, second était de savoir: est-ce qu'on passe tout de suite à la lettre B et donc potentiellement au bonheur, par exemple? Ou est-ce que on fait un numéro 2 sur l'amour pour essayer de terminer la lecture de la page Wikipédia et également peut-être ajouter une partie à laquelle je n'avais pas pensé, mais où je me suis dit hier que ça pouvait être intéressant? Une partie peut-être tournée vers l'art, pictural, j'aurais dit, en tout cas, l'art visuel, l'art graphique, dans le sens où on aurait pu aller chercher, je sais pas moi, des représentations, de l'amour, dans des, photos, dans des tableaux, dans des visuels, quoi. Ça aurait pu être une partie supplémentaire. Je ne sais pas encore si je veux l'intégrer, je ne sais pas encore de quelle manière l'intégrer aussi, donc à discuter, à réfléchir, mais voilà, ce sont des pistes et n'hésitez pas à participer, avec moi à la conception et au façonnage de cette émission pour qu'elle soit le mieux possible. Voilà, voilà. Encore une fois, merci beaucoup pour l'accueil que vous avez, comment on dit? À l'accueil que vous avez réservé à l'émission hier. Vraiment, j'ai été très heureux et j'étais vraiment très content de l'émission d'hier. Bonsoir Chamast, bienvenue sur le live, j'espère que tu vas bien. Je vais entamer la lecture assez rapidement maintenant. Je vous invite à vous installer, à prendre à manger, à boire, avec et à vos occupations en toute quiétude tandis que vous m'écoutez. Santé.
Et on va pouvoir se lancer sur la première partie de l'aventure du Cercle Rouge. Titre un peu énigmatique, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre pour le coup. Et ma foi, allons le découvrir sans plus attendre. Je te souhaite une bonne écoute, Chamas, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre du chat et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. À dans quelques minutes pour la pause avant la deuxième partie. Je rappelle que cette fois-ci, c'est marqué noir sur blanc, première partie et deuxième partie, donc c'est vraiment des parties telles que voulues par l'auteur. Troisième nouvelle du recueil. L'aventure du Cercle Rouge. Première partie. Décidément, Madame Warren, je ne vois pas que vous ayez un motif réel d'inquiétude, et je ne comprends pas davantage pourquoi moi, dont le temps est précieux, j'interviendrai. D'autres occupations plus sérieuses, je vous assure, me réclament. Ainsi parla Sherlock Holmes, avant de se pencher à nouveau sur le grand album où il était en train de coller et d'annoter divers papiers nécessaires à ses travaux. Mais la propriétaire avait la ténacité et l'astuce de son sexe. Elle se cramponna. « L'an dernier, dit-elle, vous avez arrangé une affaire pour un de mes locataires. Monsieur Fairdale Hobbs. Ah oui, une toute petite affaire. Mais il ne cesse jamais d'en parler. De votre bonté, monsieur, et de la manière dont vous avez su faire surgir la lumière au sein des ténèbres. Je me suis rappelé ces paroles quand je me suis trouvé moi-même dans le doute et les ténèbres. Je sais que si seulement vous vouliez, vous pourriez. » Holmes était sensible à la flatterie, mais également, il n'est que juste de le dire, à un appel à sa bonté. Ces deux sentiments se conjuguèrent pour lui arracher un grand soupir de résignation. Il posa son pinceau et recula sa chaise. « Bien, bien, Madame Warren, je vous écouterai donc. Vous ne voyez pas d'objection à ce que je fume. Merci. Watson, les allumettes. Vous êtes inquiète, si j'ai bien compris, parce que votre nouveau locataire s'enferme dans sa chambre et que vous ne pouvez pas le voir. Eh bien, Madame Warren, si j'étais votre locataire, il vous arriverait de ne pas me voir tous les jours. »« Sans doute, monsieur, mais ce n'est pas la même chose. J'ai peur, monsieur Holmes. Tellement peur que je n'en dors plus. Entendre son pas rapide qui arpente depuis le matin jusqu'à une heure tardive de la nuit et ne jamais entrevoir sa tête, c'est au-dessus de mes forces. Mon mari en est aussi énervé que moi, mais il est dehors toute la journée pour son travail, tandis que je n'ai, moi, aucun repos. Pourquoi se cache-t-il? Qu'a-t-il fait? En dehors de la bonne, je suis toute seule avec lui dans la maison, et mes nerfs me lâchent. » Holmes se pencha en avant pour poser ses longs doigts minces sur l'épaule de la logeuse. Il disposait presque d'un pouvoir hypnotique qui lui permettait d'apaiser quand il le voulait. L'effroi disparut des yeux de sa cliente, et sa physionomie agitée reprit sa banalité coutumière. Elle s'assit sur une chaise qu'il lui indiqua. « Si je m'en occupe, dit-il, il me faut tous les détails. Prenez votre temps pour réfléchir. Le plus petit fait peut s'avérer l'essentiel. Vous m'avez déclaré que votre locataire était arrivé depuis 10 jours et qu'il vous avait payé 15 jours de pension complète. Il m'a demandé mes conditions, monsieur. J'ai proposé 50 shillings par semaine. Il y a un petit salon, une chambre à coucher avec tout le confort, en haut. Et alors? Il m'a répondu, je vous paierai 5 livres par semaine si vous acceptez mes propres conditions. Je ne suis qu'une pauvre femme, monsieur, et monsieur Warren ne gagne pas grand-chose, ce qui fait que l'argent compte beaucoup pour moi. Il a sorti de sa poche un billet de 10 livres, et il me l'a remis en disant « Vous recevrez la même somme chaque quinzaine si vous acceptez mes conditions. Sinon, au revoir. » Quelles étaient ces conditions? Eh bien, monsieur, c'était d'avoir une clé de la maison. Rien à dire, n'est-ce pas? Souvent des locataires ont leur clé personnelle. Mais voilà, il m'a dit aussi que je ne devrais jamais m'occuper de lui, et jamais, jamais, sous aucun prétexte, le déranger. Tout cela n'a rien d'extraordinaire, il me semble. Raisonnablement, non, monsieur. Mais nous sommes loin de la raison. Il loge chez nous depuis 10 jours, et ni monsieur Warren, ni moi, ni la bonne, nous ne l'avons jamais revu. Nous entendons ce pas vif qui va, qui vient, qui va et qui vient, le matin, à midi, la nuit. Mais sauf le premier soir, il n'est jamais sorti de la maison. Tiens, il est sorti le premier soir.
Oui, monsieur, et il est rentré fort tard. Nous étions tous couchés. Après avoir payé, il m'avait averti qu'il sortirait, et il m'avait demandé de ne pas mettre les barres à la porte. Je l'ai entendu monter l'escalier après minuit. Mais ses repas. Il nous avait donné ses instructions. Quand il sonnerait, nous devions lui monter son repas et le placer sur une chaise devant sa porte. Puis, sur un deuxième coup de sonnette, débarrasser sa chaise de ce qu'il a reporté dehors. Quand il a besoin de quelque chose, il le calligraphie en lettres d'imprimerie sur un morceau de papier qu'il dépose sur la chaise. Calligraphie? Oui, monsieur. Il calligraphie au crayon en caractère d'imprimerie. Rien que le mot nécessaire, pas autre chose. En voici un que j'ai apporté pour vous. Savon. En voici un autre, allumette. Celui-ci date du premier matin. Daily Gazette. Tous les matins, je lui montre ce journal avec son petit déjeuner. Mais dites-moi, Watson, s'exclama Holmes en considérant avec une vive curiosité les bouts de papier que la logeuse lui avait remis. Nous voici hors des sentiers battus, si je comprends bien. Qu'il s'enferme chez lui, cela n'a rien d'extraordinaire. Mais pourquoi calligraphier? La calligraphie en caractère d'imprimerie est un procédé qui n'est guère pratique. Pourquoi ne pas écrire comme tout le monde? Que vous suggère cette manie, Watson? Qu'il désire dissimuler son écriture. Mais pourquoi? Que lui importe que sa logeuse ait un mot de son écriture? Après tout, vous avez peut-être raison. Mais encore une fois, pourquoi des messages aussi laconiques? Je me le demande. Un champ plaisant s'ouvre à d'intelligentes spéculations. Les mots sont écrits avec un crayon violet à grosse pointe, d'un modèle courant. Remarquez que le papier est déchiré ici, juste à côté du mot, si bien que le S de savon a presque disparu. Voilà qui incite à la réflexion, n'est-ce pas, Watson? Une précaution? Sûrement. Il devait y avoir une trace de pouce, sans doute, qui pouvait révéler l'identité du personnage. Voyons, Madame Warren, vous dites qu'il s'agit d'un barbu de taille moyenne et brun. Quel âge aurait-il environ? Il est assez jeune, monsieur, pas plus de 30 ans. Réfléchissez, vous ne pouvez pas me donner d'autres indications? Il m'a parlé en bon anglais, monsieur. Pourtant, il m'a semblé qu'il devait être étranger vu son accent. Est-il bien habillé? Très bien habillé, monsieur. Tout à fait un gentleman, des vêtements sombres, rien de spécial à remarquer. Il ne vous a pas donné son nom? Non, monsieur. Et il n'a reçu ni lettre ni visiteur? Non, monsieur. Mais enfin, vous, la bonne, allez bien chez lui le matin? Non, monsieur, il fait son ménage lui-même. Mon Dieu, voilà qui est tout à fait singulier. Avait-il des bagages? Il avait apporté un gros sac brun, rien de plus. Eh bien, vous ne nous livrez pas beaucoup d'éléments pour nous aider. Rien n'est donc sorti de cette chambre, absolument rien. La logeuse tira de son sac une enveloppe. Elle en sortit 2 allumettes brûlées et un mégot qu'elle posa sur la table. C'était ce matin sur son plateau. Je vous les ai apportées parce que j'ai entendu dire que vous pouviez lire des tas de choses sur des riens. Holmes haussa les épaules. Sans intérêt, fit-il. Les allumettes ont servi, naturellement, à allumer des cigarettes. C'est évident, d'après la courte dimension de la partie consumée. Il faut la moitié d'une allumette pour allumer une pipe ou un cigare. Mais... Tiens, le gentleman en question porte barbe et moustache, m'avez-vous dit? Oui, monsieur. Bizarre. J'aurais juré que seul un individu rasé aurait fumé cette cigarette. Regardez, Watson, votre modeste moustache elle-même aurait été brûlée. Un fume-cigarette, peut-être? Non. Le bout est tout collé. Je suppose qu'il n'y a pas de personne dans votre meublé, Madame Warren. Non, monsieur. Il mange si peu que je me demande comment il est encore en vie. Je crois que nous sommes obligés d'attendre de nouveaux éléments. Après tout, vous n'avez pas de sujet de plainte. Vous avez reçu votre loyer, il n'a rien d'un gêneur. Certes, il n'est pas un locataire du type courant, mais il vous paie rondement, et s'il préfère vivre à l'écart, cela ne vous regarde pas. Nous n'avons pas le droit de forcer sa retraite tant que nous n'avons pas une raison de croire que cette retraite est imposée par une culpabilité quelconque. Je m'occupe de l'affaire, c'est entendu. Je ne la perdrai pas de vue. Rendez-moi compte de tout fait nouveau, et fiez-vous à mon appui si vous en avez besoin. Quand la logeuse nous eut quittés, Holmes réfléchit. Cette affaire présente incontestablement quelques détails intéressants, me dit-il. Il peut s'agir d'un cas d'excentricité particulière, sans signification. Mais il peut s'agir aussi d'une histoire plus en profondeur qu'on ne le croirait a priori. La première idée qui vient à l'esprit est que la personne qui habite maintenant chez la logeuse est peut-être tout à fait différente de celle qui a loué le meublé. Qu'est-ce qui vous fait penser cela?
Négligeons pour l'instant ce mégot. N'est-il pas curieux que la seule fois où le locataire soit sorti, c'était tout de suite après avoir retenu le meublé? Il est revenu, lui ou un autre, quand tous les témoins étaient au lit. Nous n'avons aucune preuve que la personne qui est rentrée soit effectivement celle qui était partie. D'autre part, l'homme qui a loué la chambre parlait bien l'anglais. Or, celui-ci écrit allumette, alors qu'il aurait dû écrire allumette. Dans le texte, le premier allumette est en singulier et le second au pluriel. Je peux imaginer que le mot a été pris dans un dictionnaire qui aurait indiqué le singulier mais non le pluriel. Ce style laconique peut avoir pour but de dissimuler une très imparfaite connaissance de l'anglais. Oui, Watson, je me demande sérieusement si une substitution de locataire n'aurait pas été opérée. Mais pour quel motif? Ah, voilà le problème. Recherchons de ce côté. Il prit le grand livre sur lequel, chaque jour, il classait les annonces personnelles qui paraissaient dans les grands journaux de Londres. Mon Dieu, s'exclama-t-il en tournant les pages. Quel chœur de gémissements, de pleurs, de bêlements! Quelle poubelle d'événements disparates! C'est sans conteste le meilleur terrain de chasse pour l'amateur de sensationnel. Voyons, cet homme est seul. Il ne peut recevoir de lettres sans ouvrir de brèche dans le secret absolu qu'il réclame. Comment des nouvelles ou un message peuvent-ils lui parvenir de l'extérieur? Par une annonce dans un journal, c'est évident. Il n'existe apparemment pas d'autre moyen. Par chance, nos recherches se limitent à un seul journal. Voici les coupures de la Daily Gazette depuis une quinzaine de jours. Dame au boa noir du Princess Skating Club. Passons. Sûrement Jimmy ne voudra pas briser le cœur de sa mère. Cela ne semble pas concerner notre inconnu. Si la dame qui s'est évanouie dans le bus de Brixton, elle ne m'intéresse pas. Chaque jour, mon cœur soupire. Des bêlements, Watson, des bêlements, sans pudeur. Ah! Nous touchons au vraisemblable. Écoutez. Patience. Trouverons un moyen sûr de communiquer. En attendant, ces annonces, G. La date, 2 jours après l'arrivée du locataire de Madame Warren. Plausible, non? L'inconnu pourrait comprendre l'anglais, même s'il ne sait pas bien l'écrire. Voyons si nous trouvons une suite. Oui. 3 jours plus tard. Je prends des dispositions pour réussir. Patience et prudence. Les nuages passeront. G. Pendant une semaine, plus rien. Puis voici quelque chose de beaucoup plus précis. La voie se libère. Si je trouve l'occasion d'un message par signaux, code convenu toujours en vigueur. 1A, 2B, etc. À bientôt des nouvelles. G. C'était dans le journal d'hier, et il n'y a rien dans celui d'aujourd'hui. Tout ne s'applique-t-il pas parfaitement au locataire de Madame Warren? Si nous attendons un peu, Watson, je suis certain que l'affaire nous deviendra plus intelligible. Il ne se trompait pas. Le lendemain matin, je trouvai mon ami debout le dos au feu et le visage épanoui. « Que pensez-vous de ceci, Watson » me cria-t-il en prenant un journal sur la table. « Grand immeuble rouge avec revêtement de pierre blanche. 3e étage, 2e fenêtre gauche, après le crépuscule. G. Voilà qui est assez précis. J'ai l'impression qu'après notre petit déjeuner, nous irons faire une petite reconnaissance dans le quartier de Madame Warren. Ah, Madame Warren, quelles nouvelles nous apportez-vous ce matin ?» Notre cliente, en effet, avait fait irruption chez nous avec une énergie explosive qui laissait prévoir du nouveau et du sensationnel. « Cela relève de la police, monsieur Holmes. Je n'en peux plus. Je vais le mettre à la porte. Je serais bien monté le lui dire tout droit, mais j'ai pensé qu'il valait mieux vous demander conseil auparavant. Je suis à bout de patience. Et quand on s'attaque à mon vieux mari... » « On s'est attaqué à votre mari ?»« Enfin, on l'a malmené en tout cas. »« Mais qui l'a malmené ?»« Ah, je voudrais bien le savoir. Ça s'est passé ce matin, monsieur. Monsieur Warren est chronométreur chez Morton et Waylight. Et Waylight, à Tottenham Court Road. Il faut qu'il parte de la maison avant 7 heures. Eh bien, ce matin, il n'avait pas fait 10 pas dans la rue que 2 hommes se sont approchés de lui par derrière, lui ont jeté un manteau sur la tête et l'ont fourré dans un fiacre qui était rangé au bord du trottoir. Ils l'ont promené pendant 1 heure, puis ils ont ouvert la portière et l'ont jeté dehors. Il est tombé sur la route et il était tellement abasourdi qu'il ne sait même pas ce qu'est devenu le fiacre. Quand il s'est relevé, il a découvert qu'il se trouvait sur Hampstead Heath. Alors il a pris le bus pour rentrer à la maison et à présent il est couché sur le canapé. Moi, je suis venu tout de suite vous raconter ce qui est arrivé. »« Très intéressant, » fit Holmes. « A-t-il observé ces hommes? De quoi avaient-ils l'air? Les a-t-il entendus parler? » ?»« Non, il était complètement ahuri. Il a seulement l'impression qu'il a été enlevé par magie.
Il y avait 2 hommes dans le fiacre, peut-être 3. Et vous pensez que cette agression a un rapport quelconque avec votre locataire? Voyons, voilà 15 ans que nous habitons là et jamais il ne s'est rien passé de semblable. J'en ai assez de lui. L'argent n'est pas tout. Je vais le flanquer à la porte avant ce soir. Attendez un peu, Madame Warren. Ne brusquez rien. Je commence à croire que cette affaire peut être beaucoup plus importante qu'elle ne le paraissait au premier abord. Il est clair qu'un danger menace votre locataire. Il est également clair que ses ennemis, qui le guettaient près de chez vous, ont confondu votre mari avec lui dans la lumière brumeuse du matin. Quand ils ont découvert leur erreur, ils l'ont relâché. S'ils n'avaient pas commis cette erreur, on peut se demander ce qu'ils auraient fait. Alors, comment dois-je agir, monsieur Holmes? J'ai grande envie de voir votre locataire, Madame Warren. Je ne vois pas comment vous y réussiriez, à moins d'enfoncer la porte. Je l'entends toujours qui tourne sa clé quand je descends l'escalier, après avoir apporté le plateau. Il doit tout de même prendre le plateau pour le porter dans sa chambre. Nous pouvons donc nous cacher quelque part et le voir à ce moment-là. La logeuse réfléchit. Ma foi, monsieur, en face il y a un débarras. Je pourrais installer un miroir et si vous étiez derrière la porte... Parfait, approuva Holmes. À quelle heure déjeune-t-il? Vers 1 heure, monsieur. Alors le docteur Watson et moi-même nous serons là à temps. Au revoir, Madame Warren. À 12h30, nous étions sur le perron de Madame Warren. La maison était haute, étroite, en briques jaunes, située dans Great Orme Street, petite artère aboutissant sur la façade nord-est du British Museum. Sa position près de l'angle de la rue lui procure une bonne perspective sur Howe Street et ses immeubles plus prétentieux. Holmes, avec un petit rire, me montra l'une de ses demeures résidentielles. Elle faisait saillie et ne pouvait échapper au regard. « Voyez, Watson, me dit-il, grand immeuble rouge avec revêtement de pierre blanche. Voilà le sémaphore. Nous connaissons l'endroit et nous connaissons le code. Notre tâche devrait être simple. Il y a l'écriteau alloué à cette fenêtre. C'est évidemment un appartement vide, et le complice peut y accéder. Eh bien, Madame Warren, quoi de neuf? Tout est prêt. Si vous voulez monter tous les deux et laisser vos souliers en bas sur le palier, je vais vous conduire. Elle avait aménagé une excellente cachette. Le miroir était placé de telle sorte qu'assis dans l'obscurité, nous pouvions très bien voir la porte d'en face. À peine nous étions-nous installés et Madame Warren nous avait-elle quittés, qu'un tintement éloigné nous informa que notre mystérieux voisin avait sonné. Bientôt, la logeuse apparut avec le plateau, le déposa sur la chaise à côté de la porte fermée, puis, traînant lourdement les pieds, s'en alla. Accroupis tous deux dans l'angle de la porte, tassés l'un contre l'autre, nous fixions le miroir avec une curiosité intense. Soudain, lorsque les pas de la logeuse se furent assourdis, nous entendîmes le grincement d'une clé, la poignée tourna, 2 mains fines se tendirent vers le plateau qu'elles soulevèrent de la chaise. Un instant plus tard, le plateau fut hâtivement replacé, et j'aperçus le temps d'un éclair un beau visage brun, qui regardait avec épouvante l'entrebâillement de la porte du débarras. Puis la porte se referma. La clé joua à nouveau. Tout redevint silence. Holmes me secoua par la manche, et nous descendîmes l'escalier à pas feutrés. « Je reviendrai dans la soirée, » dit-il à la logeuse qui était accourue aux nouvelles. « Je crois, Watson, que chez nous discuterons plus paisiblement de l'affaire. » Une fois installé dans son fauteuil, il me dit « Mon hypothèse, comme vous l'avez vu, s'est vérifiée. Il y a eu substitution de locataire. Ce que je n'avais pas prévu, c'était que nous trouverions une femme, et pas une femme banale, Watson. Elle nous a vus. Oh, elle a certainement vu quelque chose qui l'a effarouchée. La séquence des événements est bien simple, n'est-ce pas? Un couple cherche refuge à Londres, contre un danger aussi terrible qu'imminent. On peut mesurer le danger d'après la rigueur des précautions. L'homme, qui doit absolument faire une certaine chose, désire que pendant ce temps sa femme soit en complète sécurité. Problème peu facile. Mais qui reçoit une solution originale, et si efficace que la présence de la femme demeure ignorée même de la logeuse qui lui apporte sa nourriture. Les messages calligraphiés en caractères d'imprimerie, c'est maintenant évident, avaient pour but de ne pas trahir le sexe de leur auteur. L'homme ne peut venir auprès de la femme, sinon il guiderait leurs ennemis à sa cachette. Comme il ne peut pas communiquer directement avec elle, il a recours aux annonces personnelles d'un journal. Jusqu'ici, tout est simple. Mais à la racine de tout cela, quoi? Eh oui, Watson, homme pratique comme toujours. À la racine de tout cela, quoi?
Le problème que nous a posé un caprice de Madame Warren s'élargit singulièrement, et au fur et à mesure que nous avançons, révèle des données de plus en plus sombres. Nous pouvons d'ores et déjà affirmer ceci. Il ne s'agit pas d'une banale escapade amoureuse. Vous avez vu la figure de la femme quand elle a flairé un danger. Nous avons appris également l'agression dont le logeur a été victime, mais qui visait sans aucun doute son locataire. Ces alertes, plus ce besoin désespéré de secret, indiquent une question de vie ou de mort. D'autre part, l'agression commise à l'encontre de M. Warren montre que l'ennemi, quel qu'il soit, ignore la substitution du locataire féminin. C'est très curieux, très complexe, Watson. Pourquoi vous en occupez-vous? Qu'avez-vous à y gagner? Mon cher, c'est l'art pour l'art. Je suppose que lorsque vous exerciez, vous pratiquiez la médecine sur des cas qui parfois ne vous rapportaient pas un penny. Pour m'instruire, Holmes. On n'est jamais assez instruit, Watson. L'instruction s'acquiert tout au long d'une série de leçons, et la dernière leçon est la plus grande. Or, un cas instructif se présente. Bien qu'il n'y ait rien à gagner, ni argent ni crédit, il faut l'élucider. Quand la nuit tombera, notre enquête devrait avancer d'un grand pas. Lorsque nous retournâmes chez Madame Warren, la lumière confuse d'une soirée d'hiver londonien s'était épaissie en un rideau gris uniforme que trouaient seulement les carrés jaunes des fenêtres et les halo brouillés des lampadaires. Pendant que nous regardions par les vitres du salon éteint de la logeuse, une lueur supplémentaire scintilla assez haut dans l'obscurité. « Quelqu'un se déplace dans cette pièce », chuchota Holmes, qui colla sa tête osseuse et aiguë contre le carreau. « Oui, je distingue sa silhouette. Le voici encore. Il tient une bougie à la main. Maintenant, il scrute à travers la rue. Il veut s'assurer qu'elle guette. Maintenant, il commence à faire ses signaux. Prenez le message aussi, Watson. Nous nous contrôlerons l'un l'autre. Un seul flash. C'est A, sûrement. Voyons. Combien de fois, Watson? 20? Moi aussi. C'est donc T. A-T. C'est assez intelligible. Un autre T. Sûrement ceci est le début d'un deuxième mot. Maintenant, tenta, point, ce ne peut pas être tout, Watson. Attentat ne veut rien dire. Ou alors at-tenta, mais ce n'est pas plus clair, à moins que TA ne soit les initiales de quelqu'un. J'aurais dû dire en lettres, désolé. Il repart. Qu'est-ce? A-T-T-E? Comment? Encore le même message? Curieux, Watson, très curieux. Maintenant, il s'arrête encore. Non, il recommence. A-T? Comment? Il le répète une troisième fois? A-T-T-E-N-T-A, 3 fois? Combien de fois va-t-il le répéter? Non, il semble que ce soit la fin. Il s'est retiré de la fenêtre. Qu'en pensez-vous, Watson? Un message chiffré, Holmes. Mon compagnon poussa soudain un petit rire étouffé de compréhension. Et le chiffre n'est pas très obscur, Watson. Voyons, c'est de l'italien. Le A signifie que le message est adressé à une femme, et à cette femme, il répète « Attention, attention, attention ». Hein, Watson? Vous avez mis dans le mille. Certainement. C'est un message très urgent. Répétez 3 fois pour qu'il soit encore plus pressant. Attendez. Le voici qui revient à la fenêtre. À nouveau, nous distinguâmes la vague silhouette d'un homme accroupi et le va-et-vient de la flamme maigrichonne de l'autre côté de la fenêtre. Les signaux avaient repris, plus rapides. Si rapides qu'il était difficile de les suivre. P-E-R-I-C-O-L-O. Pericolo. Qu'est-ce à dire, Watson? Péril, danger, n'est-ce pas? Oui, par Jupiter. C'est un signal d'alarme. Il recommence. P-E-R-I. Que se passe-t-il? La lumière s'était soudainement éteinte. Toute lueur avait disparu derrière la fenêtre. Le 3e étage ne formait plus qu'une bande noire autour de l'immeuble. Le dernier cri d'avertissement avait été arrêté net. Comment? Et par qui? La même idée nous vint à tous deux. Holmes se leva d'un bond. « Voilà qui est grave, Watson !» s'écria-t-il. « Une diablerie est en cours. Pourquoi le message a-t-il été si brusquement interrompu? Je devrais avertir Scotland Yard. Mais l'affaire se précipite trop pour que nous la perdions de vue, ne fût-ce qu'un instant. Voulez-vous que j'aille chercher la police? Il faudrait que la situation se précise un peu plus nettement. Peut-être a-t-elle malgré tout une explication plus innocente que je ne le pense. Venez, Watson, traversons la rue et voyons les choses de plus près. » Et c'est la fin de la première partie. Nous marquons une courte pause.
Bon, c'était pas évident à certains passages de faire la lecture parce que vu que c'est très visuel, par exemple les passages calligraphiés où du coup moi j'ai les mots écrits sous les yeux. Donc forcément, pour vous communiquer le fait que une fois c'est écrit allumette au singulier et une fois c'est écrit allumette au pluriel, c'est un peu compliqué. Et sinon le côté attentat, bah du coup c'était pas attentat parce que je me suis dit que ça allait être attentat le mot, et je me disais mais il est con, c'est évident que c'est ça. Et en fait non, c'est ATTENTA. Et apparemment, ce serait en italien. Ça se dit en italien pour dire attention. Franchement, je connais pas l'italien, donc je ne saurais dire. Italien. Je suis en train d'aller voir sur un traducteur. Il est où l'italien sur ce traducteur? Ah, voilà. Ouais, ça veut dire prudent. Ça veut dire prudent a priori. Ok, je ne connaissais pas. Et du coup, pericolo, ça veut dire danger. Donc oui, c'est bien cela. Donc là, je pense qu'on s'est fait un peu... Enfin, en tout cas, je me suis fait un peu avoir par la traduction. Parce que vraiment, que je me suis dit, mais what? Ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, je trouve que, si je suis honnête du coup, je trouve que la traduction... Je vais pas dire qu'elle est mauvaise, mais je trouve que ça fait bizarre du coup. Parce que en français, si quelqu'un commence à déchiffrer un code et que ça fait ATTENTA, il n'est pas censé se dire « Tiens, je me demande ce que ça veut dire, je ne comprends pas ». Au contraire, il est censé se dire « Oula, ça va être attentat ». Donc je trouve que là, il y a un problème, peut-être pas un problème de traduction à proprement parler, parce que c'est certainement... En fait, c'est ça, c'est certainement traduit très littéralement. Mais en tout cas, pour l'effet que c'est censé avoir, en fait, je pense que dans le texte anglais, l'effet est beaucoup plus réussi. Le temps que justement Sherlock Holmes réfléchisse et comprenne que c'est de l'italien. Alors que là, en français, du coup, je me suis dit, ah bah c'est du français, du coup. Je me suis pas dit, ah c'est bizarre, je comprends pas ce mot. Donc ouais, ça aurait peut-être mérité une traduction un peu différente. Il y a plusieurs méthodes. Il y a plusieurs méthodes pour faire une traduction. Ça aurait peut-être mérité une traduction en mode adaptation, quitte à vraiment changer le texte entre guillemets, mais pour avoir le même effet que le texte original. Encore pire si on lit le roman en italien. Oui, on peut le voir comme ça aussi. Encore que, et ça aurait pu être une possibilité du coup pour le roman en français, enfin pour la nouvelle en français. Euh, Encore que en italien, j'imagine qu'il doit y avoir une note. C'est souvent comme ça que c'est fait. Il doit y avoir une note de bas de page qui dit en italien dans le texte. Comme nous, on a souvent dans nos œuvres en français dans le texte. Donc ouais, je trouve que ce soit en termes de notes d'édition ou en termes d'adaptation de traduction, il y aurait pu y avoir quelque chose d'un peu plus clair à cet endroit. À part ça, c'est parce que bon, c'est un peu du détail. À part ça, je trouve l'œuvre plutôt sympathique pour le coup. Je trouve la nouvelle plutôt sympathique parce que je trouve que elle est assez vivante et assez embarquante. Euh, je trouve qu'il se passe des événements rapidement et que ça s'enchaîne bien, que c'est fluide. Après, après, je sais que certaines personnes, ce que je peux comprendre, certaines personnes ont tendance à trouver, moi aussi en fait, hein, c'est quelque chose que je trouve en général sur le genre policier et ainsi de suite. Mais je sais que certaines personnes ont tendance à trouver que Sherlock Holmes trouve trop des solutions venues de nulle part, quoi, et que c'est un peu des Deus ex machina, quoi. Moi, je trouve que c'est assez logique tout ce qu'il a donné, mais c'est vrai que sur certaines réflexions qu'il a, je me dis, ah ouais, le mec, il a pas le temps, quoi. Il a un cerveau qui va à 12 000 à l'heure, il a tout de suite une solution, et comme par hasard, c'est forcément la bonne, alors que peut-être il y aurait pu y avoir d'autres explications parfois. Donc c'est vrai que parfois, faut mettre un peu... En fait, c'est ça qui est difficile, je trouve, dans les enquêtes, dans les romans et les nouvelles présentant des enquêtes. C'est que ça joue vraiment sur le fil avec la crédulité, avec
la suspension consentie d'incrédulité des lecteurs. Jusqu'à quel point, en tant que lecteur, on est capable de se dire « Bah ok, c'est bon, ça fonctionne, c'est cohérent, c'est ok ». Et à quel point, à un moment, on est capable de sortir complètement du récit et de se dire « Oh non, là c'est trop. Là c'est trop, c'est pas possible. » Donc, toujours compliqué ce dosage. Mais là, je trouve que ça passe bien. Sur cette nouvelle, franchement, je trouve que ça passe plutôt bien. D'ailleurs, j'aime assez le fait aussi... c'est un truc basique, mais j'aime beaucoup. Le fait que la nouvelle commence in medias res, donc vraiment directement dans l'action. Ça, c'est un truc que je kiffe. Je trouve que déjà que la nouvelle, par rapport au format roman sur Sherlock Holmes, apporte beaucoup de dynamisme, je trouve. Bah, le fait de commencer in medias res, c'est encore plus dynamique, quoi. C'est encore plus rythmé. Par contre, je pensais pas avoir lu déjà un si long temps. Je suis assez étonné. Je pense que je vais reprendre assez rapidement pour pas que le live prenne non plus 1000 ans. Je ne sais pas encore si je vais faire les mots de la fin sur ce live. C'est une possibilité. Si je fais les mots de la fin, j'en ai déjà un que je mets de côté. C'était sémaphore. Je crois savoir ce que ça veut dire, mais je ne suis plus sûr. Donc je ne préfère aller vérifier. Et ouais, je pense qu'on va aller faire sémaphore en fin de live, ça pourrait être cool. Potentiellement Scotland Yard, pour essayer d'en apprendre un peu plus. Potentiellement Diablerie, où je me dis que c'est un mot qui peut avoir une histoire intéressante aussi. Bref, il y a plusieurs mots comme ça qui me donnent envie, mais je vous rappelle que si vous le désirez dans le chat pendant ma lecture, s'il y a un mot, un concept, un nom propre, un nom de lieu, un nom de personnage, un événement historique qui vous intéresse, qui vous interpelle pendant ma lecture, vous pouvez le faire figurer dans le chat en écrivant mot, 2 points et le mot en question. Et comme ça, en 10-15 minutes à la fin du live, on ira jeter un œil à tout cela. J'ai l'impression d'avoir le hoquet, c'est horrible. Surtout pour faire une lecture, c'est pas pratique. Bref, je suis paré, je pense. J'essaie de respirer un peu parce que là, j'ai pas envie d'avoir le hoquet pendant que je lis. Et du coup, c'est vrai que la découpe en 2 parties de Sir Arthur Conan Doyle est assez étonnante, puisque c'est vrai que ça s'arrête, ça s'interrompt en plein milieu de l'action. Et vraisemblablement, ça n'a pas l'air d'opérer une ellipse ou quoi que ce soit. Je trouve ça assez étonnant. On verra à la fin de l'œuvre si on a compris la logique de cette découpe. Bonne écoute Chamas, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. À tout à l'heure pour la suite. Non, à tout à l'heure pour la fin du live. Deuxième partie. Tandis que nous nous dirigions rapidement vers Howe Street, je me retournai vers la maison que nous venions de quitter. Derrière la fenêtre du haut se profilait confusément l'ombre d'une tête de femme, qui fouillait la nuit sans bouger et qui devait attendre, dans l'angoisse, que reprit le message interrompu. Devant l'entrée de l'immeuble de Howe Street, un homme qui avait relevé le col de son pardessus s'appuyait contre la grille. Quand la lumière du hall éclaira nos visages, il sursauta. « Holmes !» s'exclama-t-il. « Mais c'est Gregson !» s'écria mon compagnon en serrant la main du détective de Scotland Yard. « Les amoureux finissent toujours par se rencontrer, et Gregson ? Quelle affaire vous amène ici ? La même que la vôtre, je suppose, mais je me demande comment vous vous y trouvez mêlé. Par divers fils différents des vôtres, mais qui font partie du même écheveau. J'ai surpris des signaux. » « Des signaux ? » ?»« Oui, de cette fenêtre. Ils se sont interrompus en plein milieu. Nous avons traversé pour savoir pourquoi, mais puisque vous avez l'affaire en main, je ne vois pas pourquoi je persévérerai dans mon enquête. »« Un moment !» s'écria Gregson avec chaleur. « Je tiens à vous dire, monsieur Holmes, que je ne me suis jamais trouvé dans une affaire avec vous sans me sentir beaucoup plus fort. Cet immeuble ne possède qu'une sortie. Aussi ne peut-il pas nous échapper. » « Qui est-ce ? » « Ah ah !
Pour une fois, nous marquons un point, monsieur Holmes. Il frappa le sol de sa canne. Un cocher, fouet en main, descendit du siège d'un fiacre à 4 roues qui stationnait de l'autre côté de la rue. « Puis-je vous présenter à monsieur Sherlock Holmes ?» demanda-t-il au cocher. « Voici monsieur Leverton, de l'agence américaine Pinkerton. »« Le héros du mystère de la caverne de Long Island ?» s'enquit Holmes. « Monsieur, je suis très heureux de faire votre connaissance. » L'Américain, tout jeune homme au visage de businessman, j'arrive plus à parler, excusez-moi. L'Américain, tout jeune homme au visage de businessman, imberbe, calme, maigre, rougit en entendant les paroles de Holmes. « Je suis sur la piste de ma vie, monsieur Holmes, nous dit-il. Si j'attrape Giorgiano... »« Comment ? Giorgiano du Cercle Rouge ? Ah, on le connaît bien en Europe, je vois. Nous le connaissons aussi en Amérique. Nous savons qu'il est derrière une 50aine de meurtres, et pourtant nous ne détenons aucune preuve positive contre lui. Je l'ai pisté depuis New York. Depuis une semaine, je m'attache à ses pas. Je n'attends qu'un prétexte pour lui mettre la main au collet. Monsieur Gregson et moi l'avons vu se terrer dans cet immeuble. Il n'y a qu'une issue. Il ne peut nous échapper. Depuis qu'il est entré, 3 personnes sont sorties, mais je jure qu'il n'était aucune des 3. Monsieur Holmes m'a parlé de signaux, dit Gregson. Je crois que, comme d'habitude, il en sait plus que nous. En quelques mots, Holmes exposa la situation telle que nous la connaissions. L'Américain, vexé, se tordit les mains. « Il nous a repérés !» s'exclama-t-il. « Qu'est-ce qui vous le fait croire ?»« Voyons, il était en train d'envoyer un message à une complice, car plusieurs membres de son gang se trouvent à Londres. Et puis tout à coup, au moment où il était en train de faire savoir qu'il y avait du danger, le voilà qui s'interrompt. Qu'est-ce que cela veut dire, sinon qu'il a tout à coup aperçu dans la rue l'un de nous, ou du moins qu'il a soudain compris qu'un péril imminent le menaçait, et qu'il devait faire tout de suite quelque chose s'il voulait y parer. Quel est votre avis, monsieur Holmes ? Mon avis est que nous montions tout de suite, et que nous nous rendions compte par nous-mêmes. Mais nous n'avons pas de mandat pour l'arrêter. Dans des conditions suspectes, il se trouve dans des locaux inoccupés, répondit Gregson. Cela suffit pour l'instant. Quand nous lui aurons mis la main au collet, nous verrons si New York peut nous donner un coup de main pour le maintenir hors d'état de nuire. Moi, je prends la responsabilité de l'arrêter immédiatement. Nos détectives officiels manquent parfois d'imagination, mais jamais de courage. Gregson grimpa l'escalier pour procéder à l'arrestation de cet assassin déterminé avec la même tranquillité que s'il montait le grand escalier de Scotland Yard. Le représentant de Pinkerton avait essayé de le précéder, mais Gregson l'avait écarté fermement. Les dangers londoniens devaient être le privilège de la police londonienne. La porte de l'appartement de gauche du 3e étage était entrebâillée. Gregson la poussa. Elle s'ouvrit toute grande. À l'intérieur régnait le silence total et l'obscurité. Je frottai une allumette pour allumer la lanterne du détective. Lorsque la flamme se dressa bien droite, nous poussâmes tous une exclamation de surprise. Sur le plancher nu s'étirait une piste de sang frais. Les pas rouges se dirigeaient vers nous. Ils venaient d'une chambre du fond dont la porte était fermée. Gregson l'enfonça d'un coup d'épaule et brandit sa lanterne devant lui, pendant que nous regardions avidement par-dessus ses épaules. Au milieu de la pièce vide, le corps d'un colosse avait boulé. Son visage rasé, basané, grotesquement déformé, gisait dans une mare de sang qui s'élargissait lentement sur le parquet. Ses genoux étaient remontés, ses mains projetées en l'air dans un spasme d'agonie. Le manche blanc d'un couteau émergeait de sa large gorge brune, la lame était profondément enfoncée. Tout gigantesque qu'il fût, l'homme avait dû tomber comme un bœuf sous le merlin après avoir reçu ce coup terrible. À côté de sa main droite, un poignard à manche de corne et à double tranchant, bien plus formidable encore, gisait auprès d'un gant en chevreau noir. « C'est Black Giorgiano !» cria le détective américain. « Quelqu'un nous a pris de vitesse. »« Voici la bougie près de la fenêtre, monsieur Holmes, » dit Gregson. « Eh bien, que diable faites-vous » Holmes avait allumé la bougie et la promenait d'arrière en avant et d'avant en arrière contre les carreaux. Puis, il fouilla la nuit, souffla la bougie et la jeta par terre. « Je crois que j'ai fait quelque chose d'utile, » murmura-t-il. Il demeura immobile à réfléchir pendant que les 2 professionnels examinaient le cadavre. « Vous dites que 3 personnes sont sorties de l'immeuble pendant que vous attendiez en bas, » reprit-il enfin. « Les avez-vous vues de près ?»« Oui. N'avez-vous pas remarqué un individu d'une 30aine d'années,
pas très grand, brun, avec une barbe noire. Si, il est sorti le dernier. Je parierais bien que c'est votre homme. Je peux vous donner son signalement, et nous avons une excellente reproduction de l'empreinte de ses pas. Cela devrait vous suffire. Ce n'est pas beaucoup, monsieur Holmes, pour retrouver cet individu parmi des millions de Londoniens. Pas beaucoup en effet. Voilà pourquoi j'ai cru bien faire en appelant cette dame à notre aide. À ces mots, nous nous retournâmes tous. Dans l'encadrement de la porte se tenait une femme, grande, très belle, la mystérieuse locataire de madame Warren. Elle avança à pas lents. Son visage pâli, tiré, n'exprimait que l'effroi. Ses yeux se fixèrent, terrifiés, sur le cadavre étendu sur le plancher. « Vous l'avez tué » murmura-t-elle. « Oh, Dio mio, vous l'avez tué » Puis j'entendis une profonde inspiration d'air, et je la vis sauter en l'air en poussant un cri de joie. Elle se mit à danser tout autour de la pièce en battant des mains. Ses yeux noirs brillaient sous l'effet d'une joie indicible. 1000 jolies exclamations italiennes jaillirent de sa bouche. C'était terrible et stupéfiant de voir une femme qui délirait de joie devant un spectacle pareil. Brusquement, elle s'immobilisa et nous regarda avec des yeux inquisiteurs. « Mais vous êtes de la police, n'est-ce pas? Vous avez tué Giuseppe Giorgiano, n'est-ce pas ?»« Nous sommes de la police, madame. » Elle fouilla du regard les ombres de la pièce. « Mais alors, où est Gennaro ?» demanda-t-elle. « Gennaro est mon mari, Gennaro Luca. Je m'appelle Emilia Luca et nous sommes tous deux de New York. Où est Gennaro? Il vient de m'appeler par cette fenêtre. J'ai accouru tout de suite. »« C'est moi qui vous ai appelé, » dit Holmes. « Vous? Comment auriez-vous pu m'appeler ? Votre code n'était pas difficile à comprendre, madame, et votre présence ici était hautement désirable. Je savais que je n'avais qu'à transmettre en code le mot « vieni » et que vous viendriez aussitôt. La belle Italienne dévisagea mon compagnon avec inquiétude. « Je ne comprends pas comment vous savez cela, » dit-elle. « Giuseppe Giorgiano. Comment a-t-il » Elle s'interrompit, et tout à coup son visage s'éclaira de fierté et de joie. « Maintenant je vois. Mon Gennaro, mon beau, mon merveilleux Gennaro, qui m'a préservé de tout mal. C'est lui qui a tué le monstre. Oh, Gennaro, comme tu es magnifique. Quelle femme pourrait jamais être digne d'un tel homme ?» « Ma foi, madame Luca, » fit le prosaïque Gregson en posant une main sur le bras de la dame avec aussi peu de sentiment que s'il s'agissait d'un voyou de Notting Hill, « je ne me rends pas très bien compte à présent de ce que vous êtes, mais vous en avez dit assez pour que je me rende parfaitement compte que je dois vous conduire à Scotland Yard. » « Un moment, Gregson, » intervint Holmes. « J'imagine que cette dame souhaite sans doute nous donner tous les renseignements dont nous avons besoin. Comprenez-vous, madame, que votre mari sera arrêté et qu'il passera en jugement pour avoir tué l'homme qui est étendu devant vous. Tout ce que vous dites peut servir de témoignage. Mais si vous pensez qu'il a agi pour des motifs qui n'ont rien de criminel et qu'il voudrait faire connaître, alors vous ne le servirez jamais mieux qu'en disant toute la vérité. » « Maintenant que Giorgiano est mort, nous n'avons plus rien à craindre, » répondit-elle. « C'était un démon, un monstre. Aucun juge au monde ne pourrait punir mon mari de l'avoir tué. »« Dans ce cas, » fit Holmes, « je propose que nous fermions cette porte en laissant les choses telles quelles, et que nous allions dans la chambre qu'occupe cette dame afin de nous faire une opinion d'après ce qu'elle nous dira. » Une demi-heure plus tard, nous étions assis tous les quatre dans le petit salon de la signora Luca, pour écouter le récit des événements sinistres à la conclusion desquels nous venions d'assister. Elle parlait un anglais rapide, mais assez peu conventionnel. « Je suis née à Policipo, près de Naples, » commença-t-elle. « Je suis la fille d'Augusto Barilli, qui fut le premier magistrat et le député de la région. Gennaro était au service de mon père, et je suis devenue amoureuse de lui. À ma place, toute autre femme l'aurait aimé. Il n'avait ni argent ni situation. Il ne possédait rien en dehors de sa beauté, de sa force et de son énergie. Mon père s'est opposé à notre mariage. Nous nous sommes enfuis tous les deux. Notre mariage a été célébré à Bari, et j'ai vendu mes bijoux afin d'avoir assez d'argent pour aller en Amérique. Cela se passait il y a 4 ans. Depuis lors, nous avons toujours habité New York. La chance d'abord nous a souri. Gennaro a pu rendre service, en le sauvant de quelques ruffians, à un gentilhomme italien qui l'a pris sous sa puissante protection. Il s'appelait Tito Castalotte, et il était le principal associé de la grande firme Castalotte et Zamba, la plus grosse affaire d'importation de fruits à New York. Le signor Zamba étant infirme, notre nouvel ami Castalotte était omnipotent dans la société qui emploie plus de 300 personnes.
Il a engagé mon mari, lui a confié la direction d'un service et lui a témoigné de mille manières ses bonnes dispositions. Le signor Castalote était célibataire. Je crois qu'il avait pour Gennaro l'affection d'un père. De fait, mon mari et moi l'aimions filialement. Nous avions loué et meublé une petite maison à Brooklyn, et tout notre avenir semblait assuré quand a surgi un nuage noir qui allait se répandre sur tout notre ciel. Un soir, Gennaro a ramené un compatriote qui s'appelait Giorgiano et qui était également natif de Posillipo. C'était un colosse, vous avez pu le constater d'après son cadavre. Non seulement il avait le corps d'un géant, mais tout en lui était démesuré, grotesque, terrifiant. Dans notre petite maison, sa voix résonnait comme le tonnerre, et il y avait juste assez de place pour les mouliner de ses bras. Ses idées, ses émotions, ses passions, il exagérait tout. C'en était monstrueux. Il parlait, ou plutôt, il rugissait avec une telle violence que les autres ne pouvaient plus que se taire et baisser la tête sous ce déluge de mots. Quand il vous regardait, ses yeux s'enflammaient, vous tenait hypnotisé. C'était un homme terrible, étonnant. Dieu merci, le voilà mort. Il est venu. Il est revenu. Gennaro cessait d'être heureux quand il était là. Mon pauvre mari demeurait assis, pâle et silencieux, écoutant l'interminable délire politique et social qui faisait le fond de la conversation de notre visiteur. Gennaro ne disait rien, mais moi qui le connaissais bien, je pouvais lire sur ses traits la trace d'une émotion que je ne lui avais jamais vue auparavant. D'abord, j'ai cru qu'il s'agissait d'une simple aversion. Puis, graduellement, j'ai compris que c'était plus que de l'aversion. C'était de la peur. Une peur profonde, secrète, bouleversante. Ce soir-là, le soir où j'ai deviné sa terreur, j'ai mis mes bras autour de son cou et je l'ai supplié, au nom de son amour pour moi et de tout ce qu'il chérissait, de ne rien me cacher et de me dire pourquoi ce colosse l'épouvantait. Il m'a parlé. En l'écoutant, mon cœur s'est glacé. Mon pauvre Gennaro, à l'époque où le monde entier semblait se liguer contre lui et où sa raison vacillait sous les injustices qu'il subissait, avait rallié une association de Naples, le Cercle Rouge, affiliée au vieux Carbonari. Les serments, les secrets de cette association étaient terribles. Une fois sous sa coupe, il n'y avait pas d'échappatoire possible. Quand nous étions partis pour l'Amérique, Gennaro avait cru en être quitte pour toujours. Quelle ne fut pas son angoisse quand il rencontra un soir dans la rue celui-là même qui l'avait initié à Naples, le géant Giorgiano qui avait mérité d'être surnommé la mort dans l'Italie du Sud car il avait du sang jusqu'au coude. Giorgiano s'était rendu à New York pour fuir la police italienne, mais déjà, il avait fondé dans sa nouvelle patrie une filiale de cette association infernale. Gennaro m'a raconté tout cela, et il m'a montré une convocation qu'il venait de recevoir. Un cercle rouge était dessiné dessus. La convocation était pour une loge qui devait être tenue à une certaine date. Sa présence était requise, obligatoire. C'était triste. Hélas, le pire allait survenir. J'avais remarqué depuis quelque temps que lorsque Giorgiano venait à la maison, il s'adressait souvent à moi, et quand il parlait à mon mari, ses yeux terribles, luisants comme ceux d'une bête féroce, se tournaient constamment vers moi. Un soir, il m'a confié que j'avais éveillé ce qu'il appelait l'amour au-dedans de lui. L'amour de cette brute, de ce sauvage. J'étais seul, Gennaro n'était pas encore entré. Il s'est approché de moi, m'a saisi dans ses bras énormes, m'a enlacé dans une étreinte d'ours, m'a couverte de baisers et m'a adjuré de partir avec lui. J'étais en train de me débattre en hurlant quand Gennaro est arrivé. Il lui a sauté dessus, mais Giorgiano l'a assommé et s'est enfui. Il ne devait plus jamais pénétrer chez nous. Mais nous nous étions fait un ennemi mortel. Quelques jours plus tard, la loge s'est tenue. Gennaro en est rentré avec un visage tel que j'ai senti qu'il lui était arrivé quelque chose de terrible. C'était pire que tout ce que nous avions pu imaginer. Les fonds de l'association provenaient de chantages exercés aux dépens des Italiens riches qui étaient menacés de violence s'ils refusaient de verser de l'argent. Castalote, notre cher ami et bienfaiteur, avait été contacté par eux. Il ne s'était pas laissé intimider et il avait averti la police. La loge venait en conséquence de décider de faire sur lui un exemple tel qu'aucune autre victime n'oserait plus se rebeller. Lui et sa maison sauteraient à la dynamite. Un tirage au sort devait désigner l'affilié qui commettrait l'attentat. Gennaro avait vu son cruel ennemi sourire quand, à son tour, il avait plongé sa main dans le sac. Sans nul doute, tout avait été combiné à l'avance, et Gennaro avait sorti le papier estampillé du cercle rouge qui ordonnait le crime. Ou bien il lui fallait tuer son meilleur ami, ou bien il allait s'exposer à la vengeance de ses camarades. Toute cette nuit-là, nous sommes restés assis enlacés, chacun réconfortant l'autre en vue des épreuves redoutables qui nous attendaient. L'attentat avait été fixé au lendemain soir.
À midi, mon mari et moi, nous nous étions embarqués pour Londres, non sans avoir complètement informé notre bienfaiteur et renseigné la police pour qu'elle veille constamment sur sa vie. Le reste, messieurs, vous le connaissez. Nous étions sûrs que nos ennemis nous suivraient comme nos ombres. Giorgiano avait des motifs personnels de vengeance, mais en tout état de cause, nous savions comme il pouvait être impitoyable, rusé, infatigable. L'Italie et l'Amérique abondent en histoire sur son pouvoir terrible. S'il voulait l'exercer à nos dépens, ce serait immédiatement. Mon cher amour a employé les quelques jours d'avance que notre départ précipité lui avait donnés à aménager un refuge afin qu'aucun danger possible ne me menace. Pour sa part, il voulait être libre, afin de pouvoir communiquer à la fois avec la police américaine et avec la police italienne. Je ne sais pas moi-même où il a habité, ni ce qu'il a fait. Tout ce que j'apprenais, c'était par les annonces personnelles d'un journal. Mais une fois, regardant par la fenêtre, j'ai vu 2 Italiens qui surveillaient la maison, et j'ai compris que Giorgiano avait découvert notre cachette. Finalement, Gennaro m'a dit par le journal qu'il me ferait des signaux d'une certaine fenêtre, mais quand les signaux ont été émis, je n'ai vu que des avertissements, brusquement interrompus. Il n'ignorait donc pas que Giorgiano le serrait de près, et Dieu merci, il était prêt à le recevoir. À présent, messieurs, je voudrais vous demander si nous avons à craindre quelque chose de la loi, et si un juge pourrait condamner mon Gennaro pour ce qu'il a fait. Eh bien, monsieur Gregson, dit l'Américain en s'adressant au détective officiel, je ne connais pas votre point de vue anglais, mais je gage qu'à New York, le mari de cette dame recevrait une adresse unanime de félicitations. Il faut qu'elle vienne avec moi et qu'elle voie le chef, répondit Gregson. Si nous obtenons confirmation de son récit, je ne pense pas que ni elle ni son mari aient grand-chose à craindre. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, monsieur Holmes, c'est comment diable vous vous êtes trouvé embringué dans cette histoire. Par amour de l'instruction, Gregson, de l'instruction. On cherche toujours à s'instruire toute la vie. Eh bien, Watson, vous avez un nouvel exemplaire de tragique grotesque à ajouter à votre collection. À propos, il n'est pas encore 8 heures, et on joue du Wagner à Covent Garden. Si nous nous dépêchons, nous pourrons arriver à temps pour le 2e acte. Et c'est la fin de la 3e nouvelle de ce recueil, la nouvelle « L'aventure du Cercle Rouge ». Ce sera donc la fin de la lecture de ce soir. Nous passons à l'outro, les amis. J'ai l'impression, parce que là, pour le coup, on n'est qu'à 1h08 de live, autant j'ai l'impression que peut-être que la première partie de lecture de ce soir, je l'ai lue assez lentement, et peut-être, de ce fait, je me suis inquiété, et du coup, j'ai l'impression que la deuxième partie de lecture de ce soir, je l'ai lue très rapidement. Donc j'espère que malgré mon débit, la lecture est restée fluide et compréhensible et agréable pour vous. Désolé si je me suis un peu pressé. Ok. Bon, encore une fois, en fait, pour le moment, c'est un peu mon ressenti global après 3 nouvelles du recueil Son dernier coup d'archet. Pour le moment, je trouve que toutes les nouvelles sont sympathiques, mais je trouve pas qu'il y ait une nouvelle qui casse 3 pattes à un canard, quoi. Je trouve qu'elles sont toutes sympathiques, mais il n'y en a pas une parmi les 3 où je me dis « Waouh, celle-là, elle est vraiment intéressante comme histoire, elle est vraiment bien foutue, vraiment bien... Enfin, elle a vraiment quelque chose de spécial, quoi. » Pour le moment, je me dis « Ok, c'est d'un bon niveau, c'était des aventures sympathiques, sans plus. » Même si je pense que celle-ci est peut-être celle que j'ai préférée des 3 premières. Pour le moment, je pense que c'est l'une de celles que j'ai préférées. Parce que ce côté, à la deuxième partie, ce côté basculement et ce côté d'un seul coup semer le doute chez le lecteur sur le côté... j'arrive plus à parler, c'est terrible, je suis désolé. Semer le doute chez le lecteur sur est-ce qu'il y a... comment dire? Est-ce que la personne qui a écrit un code est en fait potentiellement quelqu'un de dangereux? Je trouve qu'on aurait pu penser ça pendant un moment, étant donné que il y avait l'Américain
et Gregson qui attendaient, euh, on va dire, d'attraper leur homme. Donc je trouve qu'on aurait presque pu penser ça. Enfin, voilà, on aurait pu comme ça avoir un doute sur comment ça allait se poursuivre. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. Et le fait que finalement, on se dise, ok, la personne qui a écrit le message est en danger, et qu'au final, c'est cette personne-là qui a réussi à tuer le criminel, c'est un petit retournement un peu sympathique. Mais bon, franchement, ouais, je m'arrêterai sur le mot sympa. Je m'arrêterai sur le mot sympa. C'est pas une, c'est pas une très grande, comment dire, c'est pas une critique très travaillée, très développée. Mais ouais, je pense que, bon, pour le moment, j'apprécie plutôt ce recueil sans, sans trouver ça révolutionnaire. Et du coup, merci d'avoir participé, Chamast, pour les mots de la fin. Je vous propose 3 mots de la fin, comme je fais ces temps-ci. Et écoute, vu que tu m'as proposé un mot, je vais m'en occuper. On part pour la définition et l'étymologie du mot embringuer. Hop. C'est vrai que c'est un peu bizarre en vrai. Alors déjà, c'est un mot familier qui dit engager de façon embarrassante, risquée. Ça me paraît assez logique avec ce qu'on a dans la phrase. Oh, c'est cool ça. Ça pourrait venir du mot germanique bringan, brigand, hag, to bring. Donc ouais, en anglais, to bring, ou allemand bringen, amener, apporter. Oh, attendez, c'est trop intéressant. Genre le mot brigand, waouh, c'est trop stylé. Le mot brigand, ça vient de l'allemand bringen et tout ça. Attendez, je trouve ça trop intéressant. Parce que j'ai l'impression que c'est la même racine que le mot brigand. Et du coup, sur Wiktionnaire, on nous dit embringuer, entraîner dans une aventure qu'on risque fort de regretter. Ou bien enchaîner. Ouais, ça semble bien aller avec le contexte de la phrase qu'on avait nous. Comment diable vous vous êtes trouvé embringué dans cette histoire? C'est marrant parce que moi j'aurais dit embarqué. Comment diable vous vous êtes retrouvé embarqué dans cette histoire? Et embringué, du coup, je le voyais comme un synonyme d'embarqué, quoi. Et en soi, c'est assez synonyme hein, dans la phrase présente. Entraîner dans une aventure qu'on risque fort de regretter. Par contre, le côté brigand, là, ça peut faire sens. Hein, c'est peut-être une vérité. Hein. Je prends des pincettes, mais c'est possible que ça ait la même racine et ça peut être très intéressant. Je vais sur le site du Trésor de la langue française. Ça y est. Ça y est, j'ai fait un live hier de 2h30, quelque chose comme ça. Où j'ai fait que parler sans arrêt. D'ailleurs, si vous aimez le concept des mots de la fin, vous aimerez certainement les mots portes. Et du coup, ça y est, là, j'ai épuisé mon quota d'éloquence hier, en fait. Du coup, sur le Trésor de la langue française, embringuer, on nous dit verbe transitif familier et populaire qui signifie engager quelqu'un de manière embarrassante dans un groupe constitué en vue d'une entreprise commune, le placer dans une situation inconfortable. Ouais, donc il y a vraiment, même pas sous-entendu, c'est dans le sens du mot, le côté on est embarqué dans quelque chose, mais de la même manière d'ailleurs qu'on dirait embarqué, c'est un peu contre notre gré, quoi. On est un peu poussé à s'embarquer là-dedans, quoi. Euh... Ok, ici, ils font des distinctions entre le domaine matériel au participe passé passif et ils donnent l'exemple, le voilà embringué dans les affaires de machin, dans les trucs de bidule, bref. Et après, ils disent dans le domaine intellectuel ou moral, se laisser embringuer. Très bien. Et sinon, on a aussi un emploi
pronom réfléchi, se mettre dans une situation intellectuelle ou morale inconfortable, s'embarrasser. Il s'est embringué de Kant et d'Hegel et il ne s'en dépêtrera plus. Ok. Donc oui, un peu, oui, on peut, pareil, se laisser embarquer aussi quelque part sur la morale et tout ça. Donc c'est un peu, là, ça serait plus un synonyme, je dirais, de s'être laissé mal influencer, quoi. Ok, ok, ça fait sens. Et on nous dit donc, sur le trésor de la langue française, origine obscure, peut être dérivé de bringue, qui veut dire morceau, comme débringuer. Ok. Et qui pourrait avoir rapport avec embriguer, qui veut dire chargé, imbrinquer, qui veut dire chargé, imbringuer, qui veut dire chargé, imbringue, qui veut dire embarrassé, caché. Ouais, bon. En vrai, j'ai l'impression que là, on n'est pas du tout sur les mêmes étymologies. Donc pour le coup, j'ai l'impression que l'étymologie est un peu compliquée. Et qu'on n'a pas de source sûre là-dessus. Dictionnaire de l'Académie française. Engagé dans une affaire déplaisante ou risquée. 20e siècle, étymologie obscure. Ok, bon on n'aura pas plus d'infos sur l'étymologie, mais c'est intéressant aussi, je trouve, de voir des mots comme ça un peu mystérieux. C'est marrant. Du coup, moi, il y avait un mot qui m'intéressait, c'était le mot sémaphore. Je sais plus c'était vers où, mais... Bon, je sais comment ça s'écrit de toute façon, donc c'est pas grave, je vais pas le rechercher dans le texte. Le mot sémaphore qui signifie poste établi sur le littoral permettant de communiquer par signaux optiques avec les navires, ou dispositif qui indique si une voie de chemin de fer est libre ou non. Ok. Alors, je me serais pas attendu à ce que ce soit ça pour le coup. Attendez. Du grec ancien est composé de séma pour signal et de phoros pour porteur. Donc porteur de signal, ça fait sens. Sémaphore. Désuet dans la marine, sorte de télégraphe optique établi sur les côtes pour servir à faire connaître l'arrivée et les manœuvres des bâtiments venus du large pour correspondre avec eux et leur fournir diverses indications utiles pour la navigation. C'est assez logique avec l'histoire qu'on vient de lire finalement. L'idée des signaux. Par extension, poste de surveillance militaire de la Marine nationale en bord des côtes de littoral. Ok. Dans le chemin de fer, ça signifie système de signalisation ferroviaire mécanique disposé en hauteur indiquant que le canton suivant est occupé par un train. Et du coup, en programmation, ça signifie dispositif de verrouillage de ressources permettant l'exclusion mutuelle. Ok. Eh bien, c'est marrant parce que c'est pas exactement ce à quoi je m'attendais. Pour moi, le mot sémaphore faisait plus référence à des codes. Alors, quelque part, les signaux et les codes, c'est pas très très loin. Mais du coup, je suis curieux de retrouver le mot dans son contexte. Voyez Watson, me dit-il, grand immeuble rouge avec revêtement de pierre blanche. Voilà le sémaphore, nous connaissons l'endroit et nous connaissons le code. Ah, voilà le sémaphore. Non, c'est bon en fait. Hein. Ouais, non, c'est logique. C'est logique. En gros, le grand immeuble rouge avec revêtement de pierre blanche a été comparé au sémaphore, c'est-à-dire à un endroit où on peut observer les codes, les signaux, j'imagine. Chamast qui a regardé dans la version originale pour le mot embringuer, et du coup il est dit How on earth you got yourself mixed up in the matter. Ouais, donc là c'est vraiment complètement un autre mot en anglais pour le coup. Un sémaphore, oui, pour moi c'est un appareil pour émettre des signaux. Mais j'aurais dit la même chose. Et du coup je suis assez étonné, mais
Enfin, j'aurais dit la même chose. Ouais, non, j'aurais dit ça en mode pour faire des codes. Mais en même temps, Signon et code, ça peut être à peu près équivalent. Et du coup, bonsoir Bernard Coca. J'avoue que le pseudo en lui-même ne me dit rien. Est-ce que tu as changé de... Est-ce que tu as changé de pseudo peut-être depuis le temps? J'ai vu ton pseudo, je me suis dit, c'est qui ce gars à qui je suis abonné? Je suis venu voir et je te vois, alors je reste abonné. Ah bah merci, c'est super gentil. C'est super gentil. Voyons sur le trésor de la langue française si le mot sémaphore n'a pas d'autre définition potentielle. Tout roumain établi en 10 points de la côte ainsi que près des rades ou ports et servant à faire des signaux, soit de marée, soit de changement de temps, soit par code sémaphorique, de la terre au navire et réciproquement. Donc oui, on est vraiment là-dessus. On est vraiment là-dessus sur l'idée de un endroit en hauteur d'où on va pouvoir envoyer des codes, des signaux. J'ai changé de pseudo, pas de compte, mais de pseudo. C'était The Crazy Cars avant, mais je pense pas que tu te rappelles. Moi, je fais des lives aussi, mais sur TikTok. Mais je vais pas faire ma pub ici, je vais pas balancer ma page TikTok. Ok, bah tu fais des lives de quoi? Tu fais des lives de quoi, du coup? Je suis curieux. Et du coup, ok, bah merci de revenir après tout ce temps, c'est gentil. Euh, Et du coup, l'étymologie et l'histoire de ce mot, ici j'ai espèce de télégraphe, nous dit-on. Est composé à partir de signes qui portent en grec. Donc là, c'est assez similaire à ce qu'on avait vu dans l'étymologie sur le Wiktionnaire. Ouais, voilà, qui porte des signes. Ok. Bon, bah c'est bon. Je pense qu'on est bon. Ah bah j'avoue que je me rappelle pas forcément du troll, tout ça, mais... Ok, ok. Ah, ça doit être sympa de faire du GTA RP, j'en ai pas fait, mais du RP, ça me tenterait à l'occasion, je pense. Et du coup, ok, bah c'est marrant d'avoir de tes nouvelles, du coup. Moi, je me rappelle du pseudo de Crazy Cars, il me semble, hein. Ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Je sais pas si je regarde un autre mot ce soir, parce que je suis un peu... Je vous avoue que je suis un peu dans les vapes, là. Je sens une baisse d'énergie assez violente. Allez, quand même, parce qu'on en a déjà parlé dans plusieurs nouvelles et que c'est un peu un point fort de l'univers Sherlock Holmes. Il faut qu'on en parle. Très brièvement, mais un petit peu quand même. Qu'est-ce que Scotland Yard? C'est le quartier général du Metropolitan Police Service, la police de Londres, se trouvant dans la cité de Westminster. En 1829, date de création de cette force de police par Sir Robert Peel, celle-ci établit ses bureaux à Scotland Yard, au numéro 4 Whitehall Place, emplacement de l'actuel Corinthia Hotel. Le nom de Scotland Yard est également utilisé par métonymie pour désigner le Metropolitan Police Service. Donc voilà. Est-ce qu'on a un historique? Ça aurait été drôle qu'il y ait une partie dédiée à Scotland Yard vis-à-vis de Sherlock Holmes. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a même pas de mention de Sherlock Holmes, ce que je trouve assez étonnant, sur la page Wikipédia de Scotland Yard. Étonnant. Mais bon, au moins, pour ceux qui n'avaient pas l'info, vous comprenez à peu près de quoi il retourne. Oui, c'est ça, Bernard Coca. En gros, je viens de faire la lecture d'une nouvelle. Donc, comme à l'époque, je pense que tu as dû me connaître avec ça aussi, puisque c'est la majeure partie de ce que je fais. Comme à l'époque, je viens de faire une lecture. Donc là, en ce moment, on est en train de lire Sherlock Holmes. Et en fait, ce que je fais depuis quelques lives maintenant, c'est que j'ajoute un appendice à la fin de la lecture où on va chercher 2, 3, 4, 5 mots. Soit qu'on n'a pas compris pendant la lecture, soit dont on n'est pas sûr d'avoir exactement la définition, soit parfois des mots juste qui nous intéressent, où on se dit « Ah tiens, ce mot-là, il est chelou, peut-être qu'il a une origine intéressante, une étymologie intéressante, etc. » Soit rechercher
j'ai envie de dire des notions culturelles, c'est-à-dire si on croise un nom propre de lieu, de personnage, d'événements historiques, essayer de se renseigner un petit peu dessus. Donc là, par exemple, ce soir, on a vu la définition et l'étymologie du mot embringué, du mot sémaphore, et du coup, une description rapide de ce qu'est Scotland Yard. Voili voilou. Ah bah ça m'étonne pas, c'est vrai que les lives de lecture, c'est un peu la majorité de ce que je fais. Et non, je n'ai pas fait un bac S, j'ai fait un bac L, même si j'ai des... Bref, c'est pas pour me la péter, c'est vrai que je me suis dit instantanément, punaise, mais ça va faire mec qui se la pète de dire ça. Bref, j'ai fait bac L, même si j'ai aidé les mecs qui étaient en S à faire leurs devoirs, mais bon, c'est pas grave. Euh, bref, sur ce, si vous m'avez regardé sur YouTube, n'hésitez pas à laisser un like ou un dislike selon votre appréciation de la vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur les différents réseaux pour être tenu au courant des prochains lives. A priori, je serai là mardi à 21h pour la suite de Sherlock Holmes, son dernier coup d'archer, avec la nouvelle Les plans du Bruce Partington. En fait, je connais aucune nouvelle de Sherlock Holmes, je me rends compte, même de réputation. Donc oui, j'ai assez hâte, Et sinon, est-ce qu'il y aura d'autres lives d'ici là? Franchement, pour le moment, je ne suis pas sûr. Peut-être qu'il y aura encore un live Les mots portes, mais je ne suis pas sûr. Peut-être qu'il y aura un live de gaming sur Century Age of Ashes, ça c'est possible. Mais en ce moment, j'avoue que j'ai des gros projets en off et que j'ai envie d'y passer du temps parce que c'est hyper important en ce moment. Euh, je vous en dis un mot rapidement, mais là, je suis en projet de changer de vie radicalement. Ce qui fait d'ailleurs que dans quelques semaines, mois peut-être, les lives sont amenés à soit s'arrêter, soit connaître une pause, soit ralentir. Voilà, j'en dis pas plus. Je vous tiendrai au courant en temps voulu, parce que je veux pas annoncer des choses qui vont pas se faire. Mais voilà, sachez qu'en ce moment, j'ai vraiment envie de changer de vie. Donc j'essaie de m'en donner les moyens. Et donc ma priorité n'est pas forcément les lives, j'avoue. Même si c'était un grand plaisir de partager ce live en votre compagnie. N'hésitez pas à me rejoindre aussi dimanche de 21h à minuit sur Discord pour une veillée où nous jouons à des jeux de société, à des jeux vidéo parfois, où nous discutons de tout un tas de sujets. C'est hyper intéressant, hyper marrant de partager ce moment-là avec vous. Et voilà, on est bien. Comme on dit, la seule limite, c'est celle que l'on s'impose. Ah, bah c'est ça, c'est ça. Ouais, en ce moment, je me donne les moyens, on va dire. Donc non, je suis assez dans ce mood, je comprends. Et lire le dictionnaire, dis-toi que ça a déjà été une potentielle envie pour les lives du 1er avril. Bref, sur ce, je vais vraiment y aller parce que là, je suis en train d'abuser et je suis en train de faire durer le live pour rien, je me rends compte. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir rejoint ce soir. Chamast et Bernard Coca, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Je viens de me répéter là, encore une fois, c'est pas possible, c'est pas possible. Bon samedi dimanche à tous, à la prochaine pour de nouvelles aventures, et bye bye.